Le 23 septembre 1975, la famille Moreau quitte son domicile de Tulle en Corrèze, pour ce qui devait être une simple visite dominicale chez des amis à Brive-la-Gaillarde. Jean Moreau, 42 ans, instituteur respecté, prend le volant de sa Renault 16 bleue. À ses côtés, son épouse Marie, 38 ans, et leurs 2 enfants, Sophie et Pierre, âgés de 12 et 9 ans. Ils ne reviendront jamais. La voiture sera retrouvée 3 jours plus tard, abandonnée sur un chemin forestier près du lac de Vassivière, à plus de 80 km de leur destination initiale. À l'intérieur, les affaires de la famille sont soigneusement rangées, les valises intactes dans le coffre. Sur le tableau de bord, un détail troublant attire l'attention des enquêteurs. Les clés sont posées bien en évidence, comme si quelqu'un avait voulu qu'on les trouve facilement. Pendant 50 ans, cette disparition restera l'une des plus grandes énigmes de la région. Des centaines de témoignages, des dizaines de fausses pistes, mais jamais la moindre trace concrète de la famille Moreau. Jusqu'à ce jour de mars 2025, quand la démolition d'une vieille grange à Saint-Yrieix-la-Perche révèle, cachée dans une poutre, une carte postale datée du 25 septembre 1975. Une carte qui va tout changer. La Corrèze des années 70 est une région paisible, où tout le monde se connaît et où les disparitions sont rares. Tulle, préfecture du département, compte à peine 20 000 habitants. Jean Moreau y enseigne depuis 15 ans à l'école primaire Victor Hugo. Ses collègues le décrivent comme un homme discret mais dévoué, passionné par l'histoire locale et les randonnées en famille. Marie travaille à mi-temps à la bibliothèque municipale. Le dimanche 21 septembre, la famille assiste à la messe de 11 h à la cathédrale Notre-Dame. Le père Antoine, qui officiera ce jour-là, se souviendra plus tard de leur présence habituelle au premier rang. Rien dans leur comportement ne laisse présager les événements à venir. Sophie porte sa robe bleue préférée, celle que sa grand-mère lui a offerte pour son anniversaire. Pierre tient fermement la main de son père en sortant de l'église. Le lundi matin, Jean Moreau ne se présente pas à l'école. La directrice, Madame Dubois, s'inquiète immédiatement. Ce n'est pas dans les habitudes de cet enseignant ponctuel. Elle tente de joindre le domicile familial sans succès. À midi, elle décide d'envoyer le concierge vérifier si tout va bien. La maison est vide, la table du petit déjeuner encore dressée, comme figée dans le temps. Une tasse de café à moitié pleine refroidie sur la table. L'alerte est donnée dans l'après-midi. Le commissaire Bernard Lafarge, chef de la police de Tulle, prend personnellement l'affaire en main. Les premières vérifications révèlent que la famille devait se rendre chez les Dumont à Brive-la-Gaillarde pour un déjeuner dominical. Mais les Dumont affirment n'avoir jamais reçu d'appel confirmant cette visite. Plus troublant encore, ils n'avaient rien prévu avec les Moreau ce dimanche-là. Les recherches s'organisent rapidement. La gendarmerie mobilise des dizaines d'hommes pour ratisser les routes entre Tulle et Brive. Les appels à témoins se multiplient dans la presse locale. La Montagne publie les photos de la famille en première page. Mais les jours passent sans qu'aucune piste sérieuse n'émerge. La Corrèze retient son souffle, incapable de comprendre comment une famille entière peut simplement s'évanouir. Cette histoire vous intrigue autant qu'elle a bouleversé la Corrèze pendant des décennies? Dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous suivez cette enquête mystérieuse. Si vous voulez découvrir d'autres disparitions inexpliquées qui ont marqué la France, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos récits. Et si cette affaire vous captive, laissez un like pour nous encourager à continuer nos investigations dans les archives oubliées. Le mercredi 24 septembre, la découverte de la Renault 16 bleue relance brutalement l'enquête. Un garde forestier, Marcel Rousseau, repère le véhicule en faisant sa ronde matinale près du lac de Vassivière. La voiture est garée proprement sur le bas-côté d'un chemin forestier peu fréquenté, à l'orée du bois de Chambray. Elle semble avoir été placée là intentionnellement, sans trace de lutte ni d'accident. Les portières sont verrouillées, les vitres intactes. Le commissaire Lafarge arrive sur les lieux avec son équipe technique. L'inspection minutieuse du véhicule révèle des détails troublants. Le réservoir contient encore les 3/4 d'essence. Le compteur kilométrique correspond exactement à la distance entre Tulle et cet endroit isolé, sans détour apparent. Dans le coffre, les valises de la famille sont parfaitement rangées, contenant des vêtements pour un week-end, des jouets des enfants et même un gâteau fait maison soigneusement emballé. Sur la banquette arrière, les enquêteurs découvrent le carnet de dessin de Sophie. La dernière page montre un paysage qu'elle a daté du 23 septembre, le jour même de la disparition.
Le dessin représente une maison au bord d'un lac, avec 4 personnages souriants devant. Un détail attire l'attention. Elle a dessiné un 5e personnage, plus grand, se tenant légèrement à l'écart. Personne ne peut identifier qui cette silhouette pourrait représenter. Les témoignages commencent à affluer. Le pompiste de la station-service de Chamberet affirme avoir vu la famille Moreau faire le plein vers 14 h le dimanche. Il se souvient particulièrement de Jean Moreau qui semblait préoccupé et regardait constamment sa montre. La caissière de la boulangerie voisine confirme que Marie est entrée acheter du pain et des viennoiseries. Elle paraissait nerveuse, presque agitée, ce qui ne lui ressemblait pas. Un témoin crucial se manifeste le vendredi. Georges Martinet, un retraité qui pêchait au lac ce dimanche après-midi, déclare avoir vu la Renault bleue arriver vers 16 h. Il affirme que 4 personnes en sont descendues, rejointes peu après par un homme en costume sombre qui conduisait une Citroën DS noire. Les 5 personnes ont discuté pendant plusieurs minutes avant de monter toutes dans la DS qui est repartie en direction du nord. L'équipe technique examine chaque centimètre carré autour du véhicule. Aucune trace de lutte, pas de sang, pas d'objet personnel abandonné. Le sol dur et sec de septembre n'a conservé aucune empreinte exploitable. Les chiens policiers, amenés sur place, ne détectent aucune piste olfactive cohérente. C'est comme si la famille s'était simplement volatilisée après être descendue de la voiture. Les affaires personnelles dans le véhicule sont inventoriées avec soin. Le portefeuille de Jean contient encore 800 francs en liquide et tous ses papiers. Le sac à main de Marie renferme ses documents d'identité, son rouge à lèvres préféré et un petit carnet d'adresses. Dans la boîte à gants, les enquêteurs trouvent une carte routière de la région sur laquelle plusieurs endroits sont entourés au stylo rouge, tous situés autour du lac. Le commissaire Lafarge ordonne le dragage partiel du lac, opération coûteuse qui mobilise des plongeurs pendant une semaine. Les recherches ne donnent rien, si ce n'est la découverte de quelques objets sans rapport avec l'affaire. Les battues organisées dans les bois environnants avec l'aide de centaines de volontaires restent également infructueuses. La nature garde jalousement ses secrets. Les parents de Jean et Marie arrivent de Paris et Limoges. Leur désarroi est total. Ils ne comprennent pas pourquoi la famille aurait menti sur sa destination. Le père de Jean révèle que son fils l'avait appelé la veille de la disparition, évoquant vaguement un projet important sans donner de détails. Cette conversation prend une dimension nouvelle quand on apprend que Jean avait retiré 5 000 francs de son compte épargne le vendredi. L'hypothèse d'un départ volontaire commence à être évoquée. Mais pourquoi abandonner la voiture? Pourquoi laisser l'argent et les papiers? Les collègues de Jean à l'école sont interrogés en profondeur. L'un d'eux mentionne que Jean s'intéressait beaucoup à l'actualité internationale, notamment aux événements au Chili et en Argentine. Avait-il des opinions politiques qui auraient pu le mettre en danger? La presse nationale s'empare de l'affaire. France Soir titre sur la famille fantôme de Corrèze. Les hypothèses les plus folles circulent. Certains parlent d'enlèvement, d'autres d'une fuite organisée. Des voyants se manifestent, prétendant avoir des visions. Des témoignages arrivent de toute la France, affirmant avoir aperçu la famille ici ou là. Aucun ne s'avère crédible. La Corrèze devient le centre d'un mystère qui passionne et inquiète tout le pays. Le commissaire Lafarge établit son quartier général dans une salle de la mairie de Tulle. Les murs se couvrent rapidement de cartes, de photos et de notes. Une chronologie détaillée des derniers jours de la famille est reconstituée heure par heure. Chaque détail est scruté, analysé, recoupé. L'équipe d'enquêteurs travaille jour et nuit, consciente que chaque heure qui passe diminue les chances de retrouver la famille vivante. L'examen approfondi de la vie des Moreau révèle peu d'éléments suspects. Jean est apprécié de tous, Marie également. Leurs comptes bancaires ne montrent aucune transaction inhabituelle, hormis le retrait des 5 000 francs. Leur correspondance, saisie au domicile, ne contient que des lettres familiales banales et des cartes postales d'amis. Aucune menace, aucun chantage, aucun indice d'une vie secrète ou de problèmes cachés. L'homme à la déesse noire devient l'obsession des enquêteurs. Le témoignage de Georges Martinet est le seul élément concret concernant les derniers instants de la famille. Les gendarmes interrogent tous les propriétaires de déesses noires dans un rayon de 100 km. Des dizaines de véhicules sont inspectés, leurs propriétaires questionnés. Mais aucun ne correspond à la description donnée par le pêcheur, et personne ne reconnaît l'homme en costume sombre. Un élément troublant surgit
quand les enquêteurs découvrent que Jean Moreau avait demandé un congé exceptionnel pour la semaine suivant la disparition. La directrice de l'école n'en avait parlé à personne, pensant que c'était un détail sans importance. Jean avait évoqué des affaires familiales urgentes à régler, sans donner plus de précision. Cette demande, faite 2 semaines avant la disparition, suggère une certaine préméditation. Les recherches s'étendent progressivement à toute la région. Les gares sont surveillées, les aéroports contactés. Les photos de la famille sont diffusées dans toute la France. La police aux frontières est alertée, mais c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Sans savoir si la famille a quitté la région volontairement ou sous la contrainte, les enquêteurs naviguent à vue, multipliant les pistes sans résultat. Marie Moreau cache aussi quelques secrets. Sa collègue de la bibliothèque révèle qu'elle avait emprunté plusieurs livres sur l'Amérique du Sud les semaines précédant la disparition. Des guides de voyage, des livres d'histoire sur l'Argentine et le Brésil. Quand on lui avait demandé si elle préparait un voyage, Marie avait ri nerveusement en disant que c'était juste de la curiosité. Cette passion soudaine prend un sens nouveau dans le contexte. Les enfants aussi sont scrutés à la loupe. Les enseignants de Sophie et Pierre sont interrogés. Sophie était une élève brillante, très mature pour son âge. Son institutrice mentionne qu'elle avait fait un exposé sur les disparitions mystérieuses quelques mois plus tôt, parlant avec fascination de familles qui recommençaient leur vie ailleurs. Pierre, plus réservé, avait confié à un camarade que sa famille allait bientôt vivre une grande aventure. Un nouveau témoin se présente début octobre. Le propriétaire d'un petit hôtel à Aurillac affirme avoir hébergé un homme ressemblant à Jean Moreau la nuit du 22 septembre. L'homme était seul, semblait nerveux et a payé en liquide sous un faux nom. Il a passé plusieurs coups de téléphone depuis sa chambre, parlant à voix basse. Le registre de l'hôtel porte le nom de Jacques Mercier, une identité qui s'avère complètement fictive. Les investigations techniques sur la voiture apportent peu d'éléments. Les empreintes relevées appartiennent toutes à la famille. Aucune trace de violence, aucun indice de contrainte. Le carnet d'adresse de Marie est épluché contact par contact. La plupart sont des amis ou de la famille, tous innocentés. Mais 3 numéros de téléphone ne correspondent à personne de connu. Les numéros sont hors service depuis plusieurs mois déjà. L'hypothèse d'une organisation clandestine commence à être évoquée. Les années 70 sont marquées par de nombreux réseaux secrets, des passeurs, des organisations politiques souterraines. Jean Moreau aurait-il été approché? Avait-il des sympathies politiques particulières? Ses collègues se souviennent qu'il évitait soigneusement les discussions politiques, ce qui, dans le contexte de l'époque, pouvait être significatif. Le commissaire Lafarge contacte les services de renseignement. Une vérification discrète révèle que Jean Moreau n'était fiché nulle part, aucune activité politique connue, aucune appartenance suspecte. Mais un détail attire l'attention. Son frère, mort en Algérie en 1960, avait été proche de certains réseaux favorables à l'indépendance. Un lien ténu, mais qui ouvre de nouvelles questions sur les motivations possibles de la disparition. L'affaire prend une tournure inattendue quand Robert Dulac, un garagiste de Limoges, se présente à la police. Il affirme avoir réparé une DS noire la semaine suivant la disparition. Le véhicule présentait des traces de boue caractéristiques de la région du lac de Vassivière. Le propriétaire, un homme d'une 50aine d'années, avait payé en liquide et semblait pressé. Dulac a gardé la facture avec une adresse qui mène à un appartement abandonné à Clermont-Ferrand. Les enquêteurs se rendent immédiatement à cette adresse. L'appartement est vide depuis des mois selon les voisins. Le propriétaire contacté révèle qu'il était loué à un certain André Forestier, qui a disparu sans laisser de traces, en payant 6 mois d'avance. La description d'André Forestier correspond vaguement à celle de l'homme à la déesse noire. Mais toutes les recherches pour le retrouver restent vaines. C'est une nouvelle impasse. Un coup de théâtre survient en novembre quand une femme affirme avoir vu Sophie Moreau dans un supermarché de Bordeaux. Elle est formelle, c'est bien la jeune fille dont elle a vu la photo dans les journaux. Mais Sophie était accompagnée d'une femme qui n'était pas Marie. L'alerte est donnée, Bordeaux est passé au peigne fin, des barrages sont établis, les écoles visitées. 3 jours plus tard, la fillette est retrouvée. Ce n'est pas Sophie, juste une ressemblance troublante. Les fausses pistes se multiplient. Un couple correspondant à la description de Jean et Marie est signalé à Marseille, tentant d'embarquer pour l'Algérie. La police du port intervient pour découvrir qu'il s'agit de parfaits inconnus.
un instituteur de Tours, prétend avoir reçu une lettre de Jean Moreau lui demandant de l'aide. L'analyse graphologique prouve que c'est un faux. Chaque espoir soulevé retombe, laissant les enquêteurs de plus en plus frustrés. L'hiver 1975 arrive sans apporter de réponse. Le dossier Moreau grossit mais sans avancer. Le commissaire Lafarge commence à envisager l'hypothèse du crime parfait. Quelqu'un aurait-il organisé la disparition de la famille avec une telle minutie qu'aucune trace n'a été laissée? Mais dans quel but? La famille Moreau n'était pas riche, n'avait pas d'ennemis connus. Le mobile reste totalement obscur. Un détective privé engagé par les parents de Marie prétend avoir découvert un lien entre Jean Moreau et un réseau d'évasion fiscale vers la Suisse. Selon lui, Jean aurait été le comptable occulte de plusieurs entreprises locales, gérant des fonds secrets. La disparition serait liée à une menace de dénonciation, mais quand la police vérifie ces allégations, elles s'avèrent totalement infondées. Le détective cherchait simplement à justifier ses honoraires. La piste sud-américaine refait surface, quand Interpol signale qu'un homme ressemblant à Jean Moreau a été aperçu à Buenos Aires. L'ambassade de France est mobilisée, des vérifications sont lancées. Après des semaines d'enquête sur place, il s'avère que l'homme en question est un expatrié français installé en Argentine depuis 1970, sans aucun lien avec la famille Moreau. Encore une déception pour les enquêteurs. Les médiums et voyants continuent d'affluer. L'un d'eux, très médiatisé, affirme que la famille est retenue dans une cave près de Brive. Il donne même une description précise du lieu. La police, malgré son scepticisme, vérifie. Effectivement, une cave correspondant à la description existe, mais elle est utilisée comme entrepôt par un viticulteur depuis des décennies, sans aucun lien avec l'affaire. Le médium disparaît ensuite de la circulation. Un ancien collègue de Jean Moreau à l'école normale se manifeste tardivement. Il révèle que Jean avait évoqué, des années plus tôt, son admiration pour les personnes capables de tout quitter pour recommencer ailleurs. C'était lors d'une discussion sur un roman qu'ils avaient lu. Jean avait dit que parfois, disparaître était la seule façon de vraiment vivre. Ce témoignage relance la théorie du départ volontaire, mais sans apporter d'éléments concrets. Le premier anniversaire de la disparition approche sans qu'aucune piste sérieuse n'ait émergé. Les recherches actives sont progressivement réduites. Le dossier reste ouvert, mais n'est plus prioritaire. Le commissaire Lafarge, proche de la retraite, confie à son successeur sa frustration. C'est la première fois en 30 ans de carrière qu'il se trouve face à une disparition aussi complète, aussi parfaite dans son mystère. Les parents des disparus organisent une messe anniversaire à la cathédrale de Tulle. L'émotion est palpable. La mère de Marie s'effondre en pleurs pendant l'homélie. Le père de Jean, digne mais brisé, lance un dernier appel public pour obtenir des informations. Il offre une récompense de 50 000 francs à quiconque apportera des éléments permettant de retrouver la famille. Mais même cette somme importante ne fait surgir aucun témoin crédible. Mars 2025. Saint-Thirier-la-Perche se réveille sous un ciel gris. Les ouvriers du chantier de rénovation urbaine s'activent depuis l'aube. La vieille grange de la rue des Pénitents doit être démolie pour faire place à un parking. C'est en décellant une poutre maîtresse que Jacques Bertin, chef de chantier, remarque quelque chose d'inhabituel. Une cavité a été creusée dans le bois, soigneusement rebouchée. À l'intérieur, enveloppée dans du plastique jauni, une carte postale. La carte montre le lac de Vassivière sous le soleil d'été. Au dos, une écriture fine et soignée. Le message est daté du 25 septembre 1975, 2 jours après la disparition de la famille Moreau. Les mots sont simples mais glaçants dans leur implication. L'écriture appartient à Marie Moreau, confirmée plus tard par les experts. Le texte dit « Nous sommes en sécurité, ne nous cherchez plus. Celui qui nous a aidés gardera ce secret jusqu'à sa mort. Pardonnez-nous. » La grange appartenait à Lucien Delmas, décédé en 2018 à l'âge de 93 ans. Agriculteur retraité, il vivait seul depuis le décès de sa femme en 1973. Les voisins le décrivaient comme un homme discret, serviable, qui ne parlait jamais de son passé. La police de 1975 l'avait interrogé comme tous les habitants de la région, sans rien remarquer de suspect. Il avait déclaré n'avoir jamais vu la famille Moreau. Les archives de Lucien Delmas, conservées par un neveu éloigné, révèlent des éléments troublants. Dans les années 60, il avait fait partie d'un réseau d'aide aux déserteurs de la guerre d'Algérie, des hommes qui refusaient de combattre et cherchaient à fuir vers l'Espagne ou la Suisse.
Le réseau, très organisé, avait des ramifications dans plusieurs départements. Lucien était spécialisé dans la fabrication de faux papiers, un talent acquis dans la résistance. Le neveu de Lucien, Pierre Delmas, accepte de coopérer avec la police. Il révèle que son oncle lui avait confié, peu avant sa mort, avoir aidé des gens à disparaître quand c'était nécessaire. Il parlait de familles entières, parfois, menacées pour diverses raisons. Lucien gardait tous les secrets, ne révélait jamais les identités ni les destinations. C'était son code d'honneur, forgé pendant la guerre. Même mourant, il n'a rien révélé de plus. Les enquêteurs modernes, équipés de technologies que Lafarge n'avait pas en 1975, analysent la carte sous tous les angles. L'encre, le papier, tout est authentique de l'époque. Mais c'est un détail microscopique qui attire l'attention. Des traces de pollen spécifiques à une région précise du sud de l'Espagne. Marie Moreau aurait-elle écrit cette carte depuis l'Andalousie? L'hypothèse d'une fuite vers l'Espagne prend soudain du corps. Les archives de Lucien Delmas contiennent un carnet codé. Les experts en cryptographie mettent plusieurs semaines à le déchiffrer partiellement. Il contient des initiales, des dates, des destinations. Pour septembre 1975, on trouve les initiales JMM avec la mention Tarifa et un montant de 20 000 francs. Tarifa, port du sud de l'Espagne, point de passage vers le Maroc. Les initiales pourraient correspondre à Jean et Marie Moreau. L'exploitation des données numériques modernes permet de retrouver des traces que la police de 1975 ne pouvait détecter. Les registres d'immigration espagnole, désormais numérisés, sont passés au crible. En octobre 1975, une famille française du nom de Mercier est enregistrée à Algeciras, près de Tarifa. Jacques et Michel Mercier, avec 2 enfants, Sylvie et Paul. Les âges correspondent exactement à ceux de la famille Moreau. Un retraité français vivant à Tarifa depuis les années 70 est retrouvé et interrogé. Il se souvient vaguement d'une famille française arrivée en automne 1975. Ils sont restés quelques semaines dans une pension près du port avant de prendre le ferry pour Tanger. L'homme se rappelle que le père semblait très cultivé, parlait plusieurs langues. La mère était anxieuse, surveillant constamment les enfants. Puis ils ont disparu, comme tant d'autres voyageurs de passage. Les autorités marocaines sont contactées. Les archives de l'époque sont parcellaires, mais un fonctionnaire à la retraite se souvient d'une histoire. Une famille française aurait obtenu des papiers pour l'Amérique du Sud via Casablanca en 1975. C'était inhabituel mais pas impossible à l'époque. Le Maroc était une plaque tournante pour ceux qui voulaient disparaître et recommencer ailleurs. Les Mercier ou Moreau auraient-ils poursuivi leur route vers l'Argentine? La découverte de la carte relance médiatiquement l'affaire. Les chaînes d'information en continu s'emparent du mystère vieux de 50 ans. Des journalistes partent sur les traces de la famille en Espagne et au Maroc. Les réseaux sociaux s'enflamment. Des théories conspirationnistes fleurissent. Certains affirment que la famille vit toujours quelque part en Amérique latine. D'autres pensent qu'ils ont été éliminés après leur fuite. L'analyse ADN de la carte postale confirme qu'elle a bien été manipulée par Marie Moreau. Mais elle révèle aussi des traces d'ADN inconnues, probablement celui de Lucien Delmas. Plus troublant, des analyses chimiques détectent des résidus de médicaments anxiolytiques sur le papier. Marie était-elle sous sédatif quand elle a écrit ce message? Était-elle contrainte ou agissait-elle librement? Ces questions restent sans réponse claire. Les petits-enfants de Georges Martinet, le pêcheur qui avait vu la famille au lac, apportent un nouvel éclairage. Leur grand-père, décédé en 1988, leur avait confié sur son lit de mort qu'il n'avait pas tout dit à la police. L'homme à la déesse noire lui avait donné 1000 francs pour qu'il modifie légèrement son témoignage. Il devait dire qu'il avait vu 5 personnes partir ensemble, alors qu'en réalité, il n'avait vu que l'homme emmener les 2 enfants. Les parents étaient déjà partis. Cette révélation change la perspective. La famille ne serait pas partie ensemble, mais en 2 groupes séparés, Jean et Marie d'abord, puis les enfants avec Lucien Delmas. Une stratégie classique des réseaux d'évasion pour brouiller les pistes. Mais pourquoi cette mise en scène élaborée? De quoi ou de qui la famille Moreau fuyait-elle? Les 5 000 francs retirés par Jean n'étaient qu'un acompte. Qui a payé les 15 000 francs restants? Un document extraordinaire surgit des archives nationales.
Une note des renseignements généraux datée de 1974 mentionne Jean Moreau comme contact possible d'un réseau de fuite de capitaux vers l'étranger. Rien de confirmé, juste des soupçons. Jean aurait été approché pour devenir comptable occulte d'une organisation criminelle. Aurait-il refusé et subi des menaces? La disparition organisée aurait-elle été sa seule échappatoire pour protéger sa famille? Les recherches en Argentine apportent des éléments troublants. Dans les archives de l'immigration de Buenos Aires, une famille Mercier est bien enregistrée en janvier 1976, mais les documents ont disparu, officiellement détruits dans un incendie en 1983. Un ancien employé de l'immigration contre rémunération affirme se souvenir que certains dossiers sensibles étaient systématiquement détruits sur ordre. La famille Moreau aurait-elle bénéficié d'une protection officielle? Sophie Moreau aurait aujourd'hui 87 ans, Pierre 84. Sont-ils encore vivants quelque part? Les recherches via les réseaux sociaux et les bases de données internationales ne donnent rien. Si la famille a survécu à sa fuite, elle a parfaitement maintenu sa nouvelle identité. Les enfants ont-ils grandi en sachant la vérité? Ont-ils fondé des familles sous leur nom d'emprunt? Ces questions hantent les enquêteurs modernes. 50 ans après leur disparition, l'énigme de la famille Moreau demeure. La carte découverte à Saint-Yrieix-la-Perche a ouvert autant de questions qu'elle en a résolu. Les parents de Jean et Marie sont morts sans savoir ce qu'étaient devenus leurs enfants. La Corrèze garde en mémoire cette famille qui s'est évaporée un dimanche de septembre, laissant derrière elle une communauté traumatisée et des questions sans réponse. Certains soirs d'automne, des promeneurs affirment encore voir une Renault 16 bleue sur les chemins du lac. Le plus troublant reste ce silence maintenu par tous ceux qui savaient. Lucien Delmas, le pêcheur Georges Martinet, le directeur de la banque, combien d'autres ont emporté leurs secrets dans la tombe. Cette conspiration du silence suggère que l'affaire Moreau touchait des intérêts puissants, des secrets inavouables. La famille a-t-elle vraiment refait sa vie en Argentine, ou cette piste n'était-elle qu'un leurre de plus dans une affaire qui n'en manque pas? Seul le temps, peut-être, finira par révéler la vérité. Si cette histoire vous a captivé, partagez en commentaire votre théorie sur ce qui est vraiment arrivé à la famille Moreau et dites-nous de quelle ville vous nous suivez. Pour ne manquer aucune de nos enquêtes sur les disparitions mystérieuses qui ont marqué la France, pensez à vous abonner et activer la cloche. Un like nous aide énormément à continuer ces investigations dans les affaires non résolues. La vérité est quelque part et ensemble, nous la trouverons peut-être.